Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Justin Alexander Shetler. André Gapon, un Russe de 47 ans, avait passé 3 mois dans une retraite spirituelle autodidacte dans la vallée de Parvati, au cœur de l'Himalaya indien. Marchant à côté se trouvait un Américain, Justin Alexander, 35 ans, un voyageur chevronné et un amateur de plein air expérimenté, qui avait impressionné Gapon par ses compétences de survie en milieu sauvage, après avoir passé des semaines à vivre dans une grotte de montagne. Maintenant, Alexandre se lançait dans une randonnée de 3 jours vers un site sacré appelé le lac Mantalai. Il y camperait sous les étoiles avec peu de fournitures. André a proposé de l'accompagner, mais Alexandre a dit que c'était un voyage qu'il voulait faire avec un sadhu, un saint homme hindou, qui renonce à ses possessions dans une recherche d'illumination. Je ne voulais pas le persuader de ne pas y aller, se souvient André, mais il était inquiet. Quelques semaines auparavant, André s'était également rendu à Mantalai, à la source de la rivière Parvati. La vallée de Parvati est l'une de ces petites vallées enchanteresses nichées au sein de la chaîne du Grand Himalaya. D'une beauté envoûtante et verdoyante, cette vallée relativement préservée a conservé son caractère, car elle est encore considérée comme quelque peu hors des sentiers battus, et peu de touristes de routine s'y aventurent. C'est l'un des treks les plus spectaculaires de la région qui remonte la vallée verdoyante de Parvati à Kulu, jusqu'à la source de la rivière sacrée Parvati, qui est le lac de haute altitude de Mantalai, niché au pied des hauts sommets majestueux de l'Himalaya. Une grande partie de la randonnée traverse la périphérie du parc national du Grand Himalaya, et il existe de nombreuses opportunités sur ce sentier. Le lac se trouve dans un large bassin, tourmenté sans relâche par les vents et les températures glaciales. À environ 4,100 km, la moraine glacée ne produit aucun arbre pour un abri ou du bois de chauffage. Alexander n'avait pas de réchaud ni de combustible de cuisine. Alors André a pressé quelque chose dans sa main, un cadeau d'adieu approprié pour quelqu'un qui appréciait à la fois l'aspect pratique et le minimalisme, un briquet au butane coupe-vent rouge. Au début du sentier à l'extérieur de Kalga, un village de maisons d'hôtes et de vergers, où la route se transforme en sentier, Alexander a remis son iPhone à André et lui a demandé de prendre une photo pour marquer le début d'un voyage spirituel. Les hommes s'étreignirent et Alexander remonta le chemin dans la forêt. C'était le 22 août 2016. 4 jours plus tôt, Alexander avait blogué sur son projet de méditer, de pratiquer le yoga et d'apprendre du sadhu au cours de ce voyage. Son dernier message: Je devrais revenir à la mi-septembre environ. Si je ne suis pas de retour d'ici là, ne me cherchez pas. Alexander n'est pas revenu. Quelque part dans les hauteurs de la vallée de Parvati, il a disparu. Il n'y a qu'une seule route dans et hors de la vallée de Parvati. C'est une piste étroite, grossièrement pavée dans certaines parties, de la terre délavée dans d'autres. Les montagnes s'élèvent d'un côté et les falaises tombent précipitamment de l'autre, souvent à des centaines de mètres de la rivière Parvati, en contrebas. Les eaux bleues laiteuses, nommées d'après une déesse hindoue bienveillante de la fertilité et de la dévotion, semblent invitantes mais peuvent être une force puissante et violente. Les hameaux à flanc de collines de la vallée et les panoramas montagneux de cartes postales attirent des dizaines de milliers de touristes chaque année. Mais ceux qui viennent ici sont différents de ceux qui traversent le Taj Mahal lors d'une visite du Triangle d'Or ou qui passent d'un temple animé à une plage étincelante en tant que pilier de l'Inde. Les voyageurs qui se sentent attirés par la vallée de Parvati, à plus d'une journée complète de bus au nord de New Delhi, dans l'Himalaya, s'installent rapidement dans un rythme de vie commun, dans ce coin reculé de l'Inde.
La vallée où les dieux auraient médité pendant 3000 ans attire particulièrement les curieux spirituels. Chaque été, la vallée accueille un Rainbow Gathering, une congrégation de contre-culture qui promue l'anticonsumérisme et l'utopisme. De nombreux visiteurs viennent vénérer Shiva, époux de Parvati, et l'un des dieux les plus exaltés et les plus populaires du panthéon hindou. La vallée peut sembler idyllique, mais elle détient un passé sombre. Au cours des 25 dernières années, selon des rapports officiels et non officiels, au moins 12 de touristes étrangers sont morts ou ont disparu dans et autour de la vallée de Parvati. Parmi les disparus figurent des personnes du Canada, d'Israël, du Japon, d'Italie, de la République tchèque, de Russie, des Pays-Bas, de Suisse et d'Australie. En 1996, Ian Mockford du Royaume-Uni a disparu dans la vallée de Parvati, après avoir dit à son père au téléphone qu'il s'était lié d'amitié avec un sadhu. Après la disparition de Bruno Muszkalik, un routard polonais, à l'été 2015, son père a soutenu que les mafias locales de la drogue étaient à blâmer. Certains des disparus sont présumés assassinés. En 2000, un Britannique, sa fiancée et son fils adolescent ont été brutalement attaqués alors qu'ils campaient au-dessus de la vallée de Parvati. Seul l'homme a survécu. La plupart ont tout simplement disparu sans laisser de traces dans cette partie du sous-continent. Lorsqu'un corps se présente, il est souvent tiré de la baratte torrentielle de la rivière Parvati, qui pendant l'été de la mousson est capable de transporter une personne en aval. Mais c'est la pénurie de corps qui fait de la vallée de Parvati le triangle des Bermudes des routards de l'Inde. Dans le reste du pays, les propriétaires d'hôtels et de chambres d'hôtes sont tenus par la loi d'enregistrer leurs clients dans une base de données en ligne. Mais dans le Parvati, la grande majorité entre et sort sans enregistrement. L'isolement et l'absence de réglementation ne font qu'ajouter au tirage au sort. Il n'est pas difficile ou inhabituel pour les étrangers de s'éloigner délibérément du radar pendant toute la durée ou même illégalement au-delà de leur visa de voyage. Un Israélien a vécu dans la vallée pendant des décennies, cultivant et vendant du hash, se mariant et ayant un enfant, jusqu'à ce qu'il soit arrêté pour avoir dépassé la durée de son visa. Alors que les conditions sont réunies pour disparaître sans laisser de traces, une question se pose. Tous ces voyageurs se sont-ils perdus ou ont été assassinés dans la nature, ou certains ne voulaient-ils pas être retrouvés? Justin Alexander a suivi les foules spirituelles dans la vallée de Parvati, mais il n'a jamais suivi le chemin typique. Il est né à Sarasota, en Floride, sous le nom de Justin Alexander Sheltler. Mais plus tard dans la vie, il a commencé à utiliser son deuxième prénom comme nom de famille et a déménagé dans l'Ouest après le divorce de ses parents. Il se disait autrefois réservé et un solitaire auto-proclamé qui trouvait du réconfort dans la nature. Mais d'autres le connaissaient comme quelqu'un qui prospérait grâce aux relations humaines. Quand il avait 16 ans, sa mère Suzy Rib a retiré Alexander du lycée et l'a inscrit à la Wilderness Awareness School, le programme éducatif basé sur la nature près de Seattle, Washington. A été confondé par John Young, un protégé de Tom Brown Jr., qui a créé la Tracker School, basée dans le New Jersey, de renommée internationale. Lorsque Young a amené Alexander, un survivaliste prometteur, à l'école du New Jersey, l'adolescent est arrivé avec un idéalisme aux yeux étoilés et s'est lié d'amitié avec l'instructeur de 22 ans, Tom McElroy. Alexander a immédiatement impressionné McElroy par ses connaissances approfondies et son dévouement, et les deux amis partaient en expédition pour suivre à pied des meutes de loups. Il a ensuite enseigné dans un camp pour enfants associé à l'école. Alexander s'est forgé une réputation d'intrépide. Lorsqu'il a entendu quelqu'un à l'école parler de comment on pouvait tomber d'un arbre, il a grimpé à plus de 15 mètres et a lâché prise. La technique consiste à saisir et à relâcher des branches pour ralentir progressivement votre chute.
Mais Alexander en a raté quelques-unes, a ratissé les 6 mètres et a percuté le sol, évitant de justesse de se fissurer le crâne sur les rochers à proximité. Mais Alexander était également adepte des formes de conscience plus contemplatives, y compris la pratique de rester pendant des heures assis à contempler la nature, pour écouter et remarquer de légers changements dans l'environnement. Tracy Frey, qui dirigeait le camp pour enfants où Alexander enseignait et qui est resté ami avec lui par la suite, a vu de nombreux adolescents arriver avec non seulement le désir d'apprendre des techniques de survie, mais aussi le désir de puiser dans une spiritualité plus profonde dans la nature. Alexandre l'a incarné. Sa vie consistait à chercher quelque chose de plus grand. Alexander a obtenu son GED et a ensuite occupé des emplois d'ambulancier en milieu sauvage et de masothérapeute. Il a également travaillé dans une école alternative à Palo Alto, en Californie, tout en dirigeant un groupe basé dans la région de la baie appelé Punchface, qui a tourné jusqu'au Japon. En 2009, il a rejoint un ami à Miami pour travailler pour une start-up technologique axée sur les produits de luxe, ce qui lui a permis de voyager, de manger dans des restaurants étoilés et de séjourner dans des hôtels de luxe. Il a mis de côté l'homme de la nature et a commencé à parcourir le monde avec style. Mais cela ne lui a pas plu. En décembre 2013, à 32 ans, Alexander a annoncé sa retraite. Désenchanté et agité, il a vendu la majorité de ses biens, emballé un sac à dos et s'est envolé. Dans le premier billet de son blog de voyage, Adventure of Justine, il écrit « Je fuis une vie qui n'est pas authentique. Je fuis la monotonie et vers la nouveauté, vers l'émerveillement, la crainte et les choses qui me font me sentir vivant et vibrant. » Il a passé les 2 ans et demi suivants sur la route, à parcourir l'Amérique du Sud et l'Asie et à conduire sa moto aux États-Unis. Alexander a amassé une horde d'abonnés, plus de 11 000 sur son seul compte Instagram. Beaucoup se sont tournés vers ses histoires d'escalade nocturne du pont de Brooklyn, de participation à un rituel chamanique au Brésil, d'organisation d'une cérémonie d'initiation d'un moine en Thaïlande et d'aide à la construction d'une école dans le Népal, ravagée par le tremblement de terre au printemps 2016. D'autres ont été attirés par ce que ces aventures représentaient. Alexander était minimaliste, mais pas rejetiste. Son smartphone ne le dégoûtait pas. Cela lui a permis de raconter son histoire. Et son chemin semblait être non pas celui de la dissociation, mais celui de l'action, comme il était le protagoniste de son propre roman épique. Mais sous les contes glamour d'Alexander se trouvait une personne à la recherche d'un sens supérieur, parfois au détriment de la sensibilité. À la mi-juin 2016, alors que des nuages orageux dégorgeaient les pluies de mousson sous le sous-continent, Alexander a traversé la frontière du Népal, vers l'Inde. Il est arrivé dans la ville de Varanasi, l'un des aimants spirituels les plus puissants du pays, où les pèlerins hindous se baignent dans la Gange, sacrée pour faire laver leurs péchés. Là, Alexander a rencontré un étranger qui jouait de la flûte en bambou et a déclaré avec un fort accent allemand qu'il vivait en Inde depuis 20 ans. Une vie simple avec peu de possessions, a écrit Alexander en ligne avec admiration. C'était probablement le premier étranger qu'il rencontrait et qui vivait dans le pays depuis longtemps. Portant une flûte qu'il avait transformée en bâton de marche, Alexander s'est dirigé vers le nord-ouest jusqu'à la capitale de New Delhi, où il a acheté une moto Royal Enfield Bullet 500 noire d'occasion et l'a nommée Shadow. Pendant des années, il avait rêvé de franchir l'un des plus hauts cols de montagne carrossables au monde, le Tonglang-La, de 5358 mètres, et de pénétrer dans la région reculée du Ladakh, la pointe la plus septentrionale de l'Inde. Il a chevaucha dans les contreforts de l'Himalaya. Au milieu du voyage, le 22 juillet, il entra dans la vallée de Parvati. Alexander est arrivé déterminé à se diriger vers les montagnes. Il a écrit qu'il ressentait le besoin de passer du temps seul, dans l'Himalaya,
Lorsqu'il est arrivé dans la vallée, il a envoyé un message à Christopher Lee, un voyageur français avec lequel Alexander s'était connecté en ligne un an plus tôt. Lee était dans le Parvati depuis 3 mois. Christopher se souvient des discussions qu'il avait avec Alexander. Il pense qu'il était à un moment de sa vie où il se posait des questions et ne savait pas dans quelle direction il voulait aller. Mais la prochaine étape d'Alexander s'est rapidement concrétisée. Le lendemain de son arrivée dans la vallée de Parvati, il a publié sur Facebook son plan de randonnée dans la haute vallée et de vivre pendant des semaines dans une grotte, imitant le mode de vie des sadhus. Il écrira « C'est quelque chose que j'ai appelé à faire depuis des années maintenant. Pas pour renoncer au monde ou devenir éclairé, mais pour errer seul dans ce majestueux Himalaya. Si j'ai des ennuis ou commence à mourir de faim, je peux marcher jusqu'à un village et obtenir de l'aide ou manger. Je ne mourrai pas. » Le 28 juillet, Andrei Gapon a rencontré Alexander à Khir Ganga, un camp délabré de poteaux en bois, de bâches et de structures en aluminium, ondulé que de nombreux visiteurs de la vallée de Parvati considèrent comme le point final de leur pèlerinage informel. Le Russe a été immédiatement attiré par le grand homme américain aux larges épaules avec un tatouage d'aigle sur la poitrine, qui a dit qu'il vivait dans les montagnes. Alexander a conduit Andrei à sa grotte, un creux de 4 pieds de haut caché au-dessus du camp sur une colline boisée. L'espace était exigu, mais était très propre. Il avait ramassé du bois pour entretenir son feu de camp chaque nuit et avait des bougies pour lire le soir. Andrei était impressionné. Voici un homme qui ne survivrait pas seulement dans une grotte, mais qui semblait prospérer. Un peu plus tard, à une occasion, Alexander a dit à ses abonnés en ligne, peu de temps après son arrivée à Khir Ganga, un sadhu nommé Sad Narayan Rawat l'a fait signer d'entrer dans une hutte enfumée au mur de pierre, juste en dessous des sources chaudes. Le sadhu était petit et mince, portait un dhoti s'offrant, une enveloppe autour de sa taille, et avait de longues dreadlocks emmêlées caractéristiques des ascètes hindous. De nombreux sadhus vivent dans la vallée où ils accompagnent les voyageurs pendant les mois les plus chauds. Mais Rayat s'est démarqué par les grosses excroissances sur ses genoux, ses poignets et ses coudes, certaines aussi grosses qu'un citron. Pour beaucoup de ceux qui vivaient dans la région, Rayat n'était pas un authentique sadhu. Au lieu de cela, beaucoup l'ont qualifié de Baba des affaires. Baba est souvent un mot familier pour sadhu. Ces faux hommes saints regardent et s'habillent de la pièce, mais errent dans le pays à la recherche non pas d'un enrichissement spirituel, mais d'argent. Tirés de ceux qui sont assez curieux pour payer pour être en leur présence. Son ami avertit Alexander d'être prudent. Au cours de son séjour dans la grotte de la vallée, la curiosité d'Alexander pour le mode de vie sadhu s'est approfondie. « J'ai entendu tes histoires sur les pouvoirs magiques de ces babas. » a-t-il écrit sur Instagram le 15 août. Ils peuvent voir dans votre âme et connaître votre passé et votre avenir. Ils peuvent bénir ou maudire. Ce sont des hommes saints, mais sauvages, et même au-dessus de la loi en Inde. La police ne les arrêtera pas, même pour meurtre, ce qui arrive, me dit-on. Alexander ressentait une fascination croissante pour ce que les sadhus représentaient et comment ils vivaient leur vie, solitaires et sans attache. Et il en était venu à faire confiance à Rayat. Il dit que la plupart des babas sont faux, qu'ils aiment l'argent, les femmes et qu'ils posent pour des photos de touristes contre de l'argent. Essentiellement des faux clochards. Mais Alexander sait que Rayat est un vrai sadhu. Peu de pays sur Terre attirent des touristes spirituels aussi zélés que l'Inde. Ils viennent s'asseoir là où le Bouddha a atteint l'illumination sous un arbre de Bodhi à Bodh Gaya. Ils viennent errer à Rishikesh où les Beatles ont passé des semaines dans un ashram en 1968 à écrire des chansons. Et ils viennent pour le Maha Kumbh Mela, considéré comme le plus grand rassemblement religieux de la planète, où, en 2013, environ 30 millions de personnes se sont rassemblées en une seule journée. Mais le pays a une façon de s'emparer des curieux spirituels et de transformer l'idéalisme innocent en ferveur dévouée. Il s'agit d'un phénomène connu sous le nom de syndrome de l'Inde,
qui n'est pas un diagnostic clinique, mais un éventail de changements de comportement allant du bénin, désorientation et anxiété, à l'extrême, un détachement total de la réalité. L'Inde inspire aux Occidentaux une émotion si intense qu'elle provoque parfois chez les voyageurs une sorte de délire, une folie qui s'évanouit spontanément lorsqu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Après 3 semaines autour de Khir-Ganga, Alexander sortit de sa grotte et descendit le long du sentier forestier, vers Kalga, la rivière Pavarti. Rawat l'avait invité à une randonnée spirituelle, vers la source de la rivière au lac Mantalé. Il veut me guider dans les voies du sadhu, de Shiva, le premier yogi, A écrit Alexander dans son dernier article de blog. Il suit une routine spirituelle stricte dont je ne sais rien et je suis intensément curieux. Je veux voir le monde à travers ses yeux, qui datent essentiellement de 5000 ans, un ancien chemin spirituel. Je vais y mettre mon cœur et voir ce qui se passera. Peut-être que Baba Life sera bonne pour moi. Dans son sac à dos, Alexander a emballé 1 kilo de riz, d'avoine, de noix, de raisins secs, de thé, de sucre et de farine. Il porte ses vêtements sur son dos, un sac de couchage, une machette et quelques autres objets de première nécessité. Mais il n'a ni tente ni réchaud. Dans sa main, il s'aide de son bâton de flûte. Partout où son fils voyageait, Suzy Rip se sentait rarement nerveuse. Mais cette fois, c'était différent. La seule fois où j'ai paniqué et été anxieux, c'était quand il était en Inde. Il avait fréquemment envoyé des mails et envoyé des messages pendant qu'Alexander voyageait. Mais elle avait un sentiment prémonitoire à propos du sadhu. Elle a dit à son fils qu'elle s'inquiétait de son plan, mais n'a pas essayé de le convaincre de ne pas y aller. Je n'ai jamais voulu être le genre de mère qui projette de la peur et de l'anxiété à son enfant. En suivant son ami en ligne, Tracy Frey avait remarqué un changement dans le ton des photos et de l'écriture d'Alexander. Elle a trouvé son dernier message affligeant et inquiétant, et elle craignait qu'il aille beaucoup trop loin. Mais quand elle a lu le dernier message qu'Alexander a écrit sur le sadhu avant son départ pour le lac Mantalé, quelque chose était troublant. Elle n'avait pas l'impression qu'il jugeait cet homme avec précision. Alexander était confiant quant à son voyage, mais quelque chose lui pesait aussi. Avant de partir pour le lac Mantalé, avec Royat, il a plaisanté avec Gapon. « Si je meurs, écris quelque chose de gentil sur moi sur Facebook. » Alexander a mentionné qu'un jour, ce serait bien s'il y avait un site web où les sentiers des gens pourraient servir d'éloge funèbre à leur vie. Pourtant, le désir d'une expérience qui change la vie a dépassé la peur. Je pense qu'il est arrivé à un point où il a réalisé que le simple fait d'être capable de survivre dans des conditions difficiles ne suffit pas pour être vraiment libre. Le 22 août, l'homme russe a accompagné son nouvel ami à travers les vergers de Kalga, jusqu'au début du sentier au-dessus de la rivière, lui a donné un briquet au butane rouge et lui a dit au revoir. Au-dessus de son dernier article de blog, Alexander avait joint une vidéo. L'étrange série s'ouvre sur lui assis sur un rocher, drapé dans un châle gris comme un moine, entouré de silhouettes de pins se fondant dans le brouillard. Il marche ensuite pieds nus dans une prairie, boit dans un ruisseau de montagne et allume un feu dans sa grotte avant de s'allonger. Le plan suivant est celui de la rivière Parvati, agitée, écumante et crachant de la brume. La brume s'estompe et Rawat apparaît à travers un nuage de fumée. Dans sa hutte, fumant, un chilhomme. La vidéo passe au noir.
Fin septembre, Alexander n'était pas revenu des montagnes. Sa mère, à l'autre bout du monde, à Portland, Oregon, commence à s'inquiéter. Elle savait qu'il aurait appelé à la première occasion. Ceux qu'il avait rencontrés dans la vallée de Parvati commençaient également à s'inquiéter. Après avoir reçu un message d'un ami commun inquiet, Gapon, qui était retourné en Russie plus tôt dans le mois, a envoyé un message à Lee, qui était toujours à Kalga. Le Français a marché 3 heures jusqu'à Kirganga pour trouver la seule personne qui savait être avec Alexander en dernier. Il fut surpris de trouver Rawat assis dans sa hutte. Lorsque Lee et plusieurs autres amis l'ont confronté, le sadhu s'est mis en colère en disant « Alexander est fou !» Rawat a affirmé que l'Américain l'avait quitté après avoir rencontré des randonneurs près du lac Mantalé et qu'Alexander s'était dirigé plus haut dans la vallée avec eux. Lee n'y croyait pas, alors il a immédiatement déposé un rapport de police au petit poste à proximité. Une amie n'a pas non plus cru à l'histoire. Elle est montée à bord d'un avion pour New Delhi le 9 octobre, se connectant avec un ami d'Alexander, Jonathan Skill, en route à Londres. Skill avait brièvement croisé Alexander lors du week-end du 4 juillet 2015 à Big Sur, en Californie, et était resté en contact avec lui. Il avait été frappé par le caractère doux et la compassion et l'esprit aventureux d'Alexander. Alexander a mené une vie que beaucoup de gens voulaient mener, se souvient Jonathan. Il s'est senti obligé d'aider à la recherche. En Inde, lui et Rib ont rencontré des représentants de l'ambassade des États-Unis, dans la capitale, avant de se rendre au nord dans les montagnes. Pendant ce temps, Lee et un groupe de guides de trekking indiens, connaissant bien la région, ont fouillé à pied autour de Kirganga. Le 15 octobre, 2 jours après que Rib ait déposé un rapport officiel de personnes disparues au bureau de police du district de la ville de Kulu, près de l'embouchure de la Parvati Valley, Rawat a été appréhendé et amené au poste de police. Il a donné une version différente de ce qui s'était passé au lac Mantalé que ce qu'il avait dit à Lee à Kirganga. Rawat a révélé qu'une 3e personne, un porteur qu'il avait engagé, les avait accompagnés à Mantalé. Le sadhu affirma alors que la dernière fois qu'il avait vu Alexander, c'était après que le trio se soit arrêté pour prendre le thé en descendant du lac sacré. Rawat a envoyé le porteur en avant pour commencer à préparer la nourriture. Alexander a suivi et Rawat s'est retenu parce que ses genoux lui faisaient mal. Lorsque Rawat rejoignit le porteur d'une ancienne baraque de service forestier, Alexander n'était pas arrivé. Assise pas loin de Rawat, la mère d'Alexander a du mal à garder son sang-froid. À ses yeux, Rawat en savait au mieux plus qu'il ne le disait et au pire aurait pu ôter la vie à son fils. Cela faisait un mois qu'il était censé être revenu. Alors que la nouvelle de la disparition d'Alexander se répandait dans la vallée, 3 randonneurs indiens se sont présentés avec un témoignage. Le 3 septembre, ont-ils dit, ils avaient rencontré Alexander, le sadhu et le portier, près de Mantalé, et avaient pris une photo avec Alexander. Ils ont dit que le sadhu se disputait avec Alexander lorsqu'ils se sont approchés pour la première fois. Et Alexander leur a dit qu'il avait faim et qu'il était fatigué et qu'il voulait redescendre. Ce témoignage contredit la version de Rawat. 3 jours après avoir déposé le rapport de disparition, la police et une petite équipe de recherche, comprenant la mère d'Alexander, ont atterri par hélicoptère le long du sentier sous le lac Mantalé. Après 2 heures, la police est revenue à Kulu, laissant la mère d'Alexander continuer à pied en aval jusqu'à Kirganga. Avec elle se trouvait un ingénieur de Bangalore qui était en vacances pour escalader une montagne voisine et avait offert ses compétences pour l'aider. La majeure partie du sentier partant du lac est une traversée progressive à travers la moraine et la prairie alpine, mais il y a une section alors que le sentier s'approche de la limite des arbres où il borde une falaise au-dessus de la rivière. Le Parvati coule vite près de la source, surtout ici où la vallée le resserre en un étroit pincement, et surtout en été.
Les eaux qui coulent de la source à l'embouchure de la vallée sont perpétuellement vicieuses, mais lorsqu'il est alimenté par la pluie du mousson et la fonte des neiges, le fleuve se transforme en une bête torrentielle. Il est très facile d'avoir des accidents dans cette zone, peu importe à quel point vous êtes prudent. Scrutant les virages parsemés de rochers et les pentes herbeuses à la recherche de tout ce qui sortait de l'ordinaire, vers 16 heures, ils ont atteint la section du sentier au bord de la falaise, au-dessus d'un glissement de roche, presque vertical, de plus de 30 pieds, jusqu'aux rochers et aux eaux agitées. Par-dessus le rugissement de la rivière, il s'écria « Je vois la flûte ». Ils dévalèrent les éboulis et les rochers glissants jusqu'à la berge. Un bâton de flûte en bambou était figé debout, dans le sol, juste au-dessus des eaux laiteuses. À proximité, ils ont également trouvé une housse de sac à dos imperméable noir, une écharpe grise et un briquet au butane rouge. Alors qu'ils fouillaient la vallée en hélicoptère et à pied, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer son ami sortir calmement des montagnes, en sécurité et juste avec un peu de retard. Maintenant, il savait que cela n'arriverait peut-être jamais. Au cours de leur enquête, la police qui surveille la vallée de Parvati a privilégié des explications qui n'indiquaient pas un meurtre, mais plutôt un accident. Avoir découvert qu'Alexander avait passé tant de temps avec un sadhu, avait vécu dans une grotte et porté un bâton de flûte, la police a inclus son message « Ne me cherchez pas » dans leur rapport officiel, comme un contexte important pour sa disparition. Pour eux, c'était une disparition volontaire. Quand Alexander s'est perdu, il y a eu tellement d'efforts pour le retrouver, explique Neji, ajoutant que la police n'avait jamais utilisé d'hélicoptère pour rechercher un étranger disparu. Mais selon une personne proche du dossier, la police du district n'était pas équipée et pas motivée pour mener une enquête approfondie et n'a fait aucun effort pour apaiser la famille et l'ambassade des États-Unis. Alors que la première semaine de recherche se poursuivait, le meilleur espoir d'obtenir des informations restait avec le sadhu, qui était détenu en détention provisoire dans une cellule de la petite station de la vallée. Juste après 19h, le 21 octobre, le policier responsable du poste de Rawat est sorti pour faire ses besoins. Selon le rapport officiel, lorsque l'officier est revenu, il a constaté que le sadhu s'était pendu avec son dhoti. La mère d'Alexander ainsi que ses amis ont pensé que c'était une étrange coïncidence que le sadhu ait mis fin à ses jours, quelques jours avant l'expiration de sa détention provisoire, dans une vallée où la police s'efforce d'éviter d'attirer l'attention sur les mystérieuses disparitions de touristes dans leur juridiction. Rib était dévasté. J'ai senti que nous avions perdu le dernier fil d'espoir de retrouver Alexander et de découvrir ce qui s'était vraiment passé. Après 2 semaines de recherche effrénée, il restait peu de pistes. L'iPhone d'Alexander, qu'il utilisait pour publier sur Instagram et Facebook, n'a jamais été retrouvé. La police a appréhendé et interrogé le porteur, mais l'a relâché, son histoire s'alignant sur la version revisée des événements de Rawat. La police a effectivement clos le dossier d'Alexander, juste une disparition de plus dans la vallée de Parvati. Nous ne pouvons pas conclure sur la raison possible du décès, lit-on dans le rapport final. Mais nous supposons qu'il a peut-être été enlevé par quelqu'un avec l'intention de le tuer. Au poste du district de Kulu, son nom a été ajouté à la liste des étrangers disparus, statut introuvable. Après la découverte de la flûte, Tom McElroy s'est envolé pour l'Inde pour voir si son expérience dans le pistage pouvait révéler des indices. En regardant vers le bas de la pente rocheuse, il a remarqué ce qui aurait pu être un site d'impact près de la berge, suggérant une chute. Alexander a-t-il glissé et est tombé dans la rivière? A-t-il été poussé ou avait-il simplement jeté sa flûte et son briquet au butane près des eaux tumultueuses? Tom a pensé aux compétences de survie légendaires de son ami. Il ne peut s'empêcher de penser qu'il est peut-être dans la rue, tout maigre et amacié.
Même longtemps après la disparition d'Alexander, Tom a toujours vu une possibilité que Alexander puisse être encore en vie et qu'il puisse réapparaître. Comme il le déclara, s'il y a bien un gars qui peut s'en sortir et qui peut réapparaître, c'est bien Alexander. Pour certains qui ont rencontré Alexander dans la vallée de Parvati, même si cela semblait peu probable, il ne semblait pas non plus exagéré qu'il ait pu volontairement disparaître. Il y avait un sourire, dit Gapon, se référant à l'émoji clignotant qu'Alexander a utilisé comme ponctuation à la fin de son dernier article de blog. Adolescent, se souvient McElroy, Alexander voulait vivre une saga quasi mythologique. L'un de ses livres préférés en grandissant était le classique de Joseph Campbell de 1949, Le héros aux 1000 visages, dans lequel l'auteur présente un voyage de héros. La première étape est un sentiment ou un appel à l'aventure, écrit Campbell. Lorsqu'une quête a été choisie, un enseignant conduit le futur héros à travers une série d'épreuves, jusqu'à une étape de métamorphose, puis à l'apothéose du voyage. Une grande réalisation. Plus tard, le héros revient en tant que maître de deux mondes, nouvellement créés, spirituel et matériel. Dans la vallée de Parvati, ce désir a poussé Alexander plus haut. Il a remplacé toute forme d'hésitation par une ouverture intrépide. Il a dissimulé tout sentiment de scepticisme par une confiance aveugle et il a rapidement transformé toute curiosité honnête en action déterminée. Quelle que soit la fin du voyage d'Alexander, quelque chose s'est passé au lac Mantalé. Sur la photographie du 3 septembre prise par les randonneurs, Alexander est enveloppé dans un châle gris. Il apparaît calme et stoïque. Peut-être que la réalisation d'Alexander ne concernait pas lui-même, mais l'homme en qui il avait confiance pour le guider. Qu'il était venu à voir le saint homme comme un imposteur, incapable d'offrir ce qu'il cherchait. Il est possible qu'Alexander ait trouvé ce qu'il cherchait, une révélation onirique alors qu'il était assis près de la source d'une rivière sacrée, écoutant les mouvements infinis de la nature qui lui ont montré la voie à suivre. Ou peut-être qu'au bout du chemin, il n'a rien trouvé, que plus il essayait fort, plus il avait l'impression de s'agripper à la brume, chassant des vrilles de plus en plus haut dans les montagnes. Chaque été, les pluies de mousson reviennent dans la vallée de Parvati, rendant les collines luxuriantes et la rivière turbulente. Les touristes reviennent également, malgré la sombre histoire de la vallée. L'attrait des hautes montagnes et de la haute signification est trop fort. Au cours de la recherche frénétique d'octobre, les autres affaires d'Alexander ont été retrouvées, éparpillées dans la vallée de Parvati. Son grand sac à dos vert, contenant la plupart de ses affaires, a été récupéré à la maison d'hôte, Homme Shanti à Kalga, où il avait entreposé avant son voyage avec le sadhu. Il avait soigneusement emballé le sac avec quelques souvenirs, son assurance moto et son passeport. Il y avait une trousse de premiers soins et une vaste gamme d'articles de survie. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier ligné sur lequel Alexander avait dessiné un nak chatri, une fleur de trille rare trouvée à haute altitude dans l'Himalaya et recherchée pour ses propriétés curatives, une panacée naturelle. Au-dessus du dessin, griffonné au stylo noir, Alexander avait écrit « Le bonheur vient de la liberté et de la capacité de rêver une vie dans la réalité. » Sa moto Shadow a été retrouvée garée juste en dessous de Kalga. À ce jour, Alexander est toujours porté disparu. Ses amis ont décidé de poursuivre le voyage de leur ami. Voyageant sur la moto d'Alexander, ils voulaient lui rendre un dernier hommage. C'est la fin de cette triste histoire. Je n'ai pas fait comme d'habitude au niveau du montage. J'ai préféré rendre hommage à Alexander par rapport à ses propres vidéos et ses propres photos. Je souhaite énormément de courage à sa maman ainsi qu'à ses amis et j'espère du fond du cœur qu'un jour Alexander sera retrouvé. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.